J'ai déjà sorti une vidéo aujourd'hui, mais vu que la bande-annonce d'Avatar est là, il faut impérativement en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo. On va parler de la première bande-annonce du film de l'année. Voilà, moi je le dis. Je le dis, ce sera le film de l'année. Bref, je n'en sais rien, ce sera le film de l'année, mais ce sera le blockbuster de l'année. Ça, c'est quasiment sûr. James Cameron ne déçoit jamais. Et j'ai envie de parler de cette bande-annonce. Plan par plan, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Qu'est-ce que ça donne et est-ce que j'ai vraiment hâte encore plus maintenant de voir le film? Spoiler, oui. J'avais pas du tout vu la bande-annonce au cinéma pour le coup, mais là, je l'ai mise sur ma télé, 4K OLED, je me suis fait kiffer et c'était incroyable. En tout cas visuellement, et ça fait partie des bandes-annonces qui mettent en 4K sur internet, ce qui fait plaisir parce que beaucoup des bandes-annonces sont en 1080p et là c'était en 4K, système son, télé, j'étais à fond. J'aurais dû le voir en salle, mais honnêtement, fallait se taper 20 minutes de pub et ça je refuse. Donc, je l'ai vu que maintenant et on va en parler en détail. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le compte épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir des films comme Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous vous connectez sur HBO avec votre compte Canal et ça fonctionne. Vous avez Sinners, Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN, d'après moi, dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, ça fonctionne encore aujourd'hui sans problème. Et ça marche sur plein d'autres abonnements, hein, comme Letterboxd, Patron aussi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec cette bande-annonce parce que le premier plan est pour le coup assez familier. On nous immerge de nouveau dans Pandora, le Pandora qu'on connaît, le Pandora d'Avatar 1, dans les airs, dans l'environnement qu'on a déjà vu auparavant plein de fois, l'environnement qui nous manque et c'est 3 ans après Avatar 2, 4 ans avant Avatar 4, du coup c'est bien de commencer avec un truc qu'on connaît, qui est familier, et ils enchaînent avec ça aussi, hein. D'ailleurs le deuxième plan, c'est un plan familier, mais du deuxième film, avec cette épave du vaisseau qui a été détruit lors du précédent film. C'est assez intéressant de voir la victoire des navis, et aussi à quel point, mine de rien, cette énorme ferraille a un peu contaminé les sous-marins. Il y aura beaucoup d'épaves, j'imagine, au fur et à mesure de l'intervention de la RDA, dans les océans, ça peut être assez intéressant et on a aussi cette classique musique d'Avatar, ce thème qui est réutilisé des premiers films de James Horner évidemment, et j'aime beaucoup l'idée de mettre Eywa au centre du récit. Alors ça a toujours été ça, un peu la divinité dans le 1 surtout, dans le 2 un peu moins, mais là vu qu'il y aura des blasphémateurs, vu qu'il y aura des gens qui ne croient pas en Eywa, on va beaucoup mettre en avant Eywa avec le personnage de Sigourney Weaver ici évidemment, et ça sera encore une fois le symbole de cette divinité qui est souvent utilisée dans la saga depuis le premier film. Et j'aime bien parce qu'il y a déjà une sorte de relation amoureuse qui va se bâtir, on le sent, que ce soit une vraie relation amoureuse ou une amourette, et c'est un bel environnement, encore une fois, je veux dire. Énorme planète derrière. Ça donne envie de s'y replonger comme d'habitude. Et de toute façon, à chaque fois que Cameron fait ce genre de film, il met les plus beaux plans de l'histoire du cinéma. T'as l'impression, en tout cas, de ce qu'on fait en termes de blockbuster. C'est assez dingue, mine de rien. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette relation amoureuse parce qu'il parle d'un truc qui est intéressant, c'est la force des ancêtres. Je veux dire, l'héritage a toujours été une thématique importante d'Avatar et ça sera encore le cas. Et pourquoi dit force des ancêtres? Parce qu'au fait, le fils est endeuillé, encore une fois. Il a perdu son frère, c'est grave, c'était touchant d'ailleurs dans le second film, et encore une fois, les visages sont hyper impressionnants, même la réaction est dingue, et tu sens ce besoin déjà de communion avec la nature, avec le passé, et c'est intéressant parce que ses ancêtres sont navis, mais aussi humains. Et je me demande s'ils vont jouer sur ça, sur la colère des humains, sur la haine que les humains ont eux. Je suis vraiment très curieux par rapport à ça. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont rechangé la police. Vous savez, à chaque fois, il y avait les sketchs du SNL avec Ryan Gosling, il se moquait de la police d'Avatar 1 et 2. Là, ils l'ont encore rechangé, ça me fait un peu rigoler. Mais peu importe, car ce qui est intéressant, ce sont ces fameux engins du ciel avec ces créatures volantes, une envolée lyrique musicale. Est-ce que c'est les mêmes navis? Est-ce que c'est des navis du ciel? Est-ce que les navis de l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau quand même ici, ont appris à utiliser le ciel aussi? Est-ce que c'est des navis, on va dire, classiques qu'on connaît du premier Avatar? Il y a beaucoup de questions à se poser sur ça, mais j'aime beaucoup parce qu'on dirait des créatures aquatiques,
mais qui volent en même temps. Elles ont pas des ailes, on dirait vraiment des nageoires plus qu'autre chose, et des tentacules, c'est un truc qui est quand même sous l'eau, les tentacules en général, et on dirait aussi vraiment que la toile ici est organique. Je sais pas si c'est le cas, mais on dirait que ça fait presque partie de la créature. Ça n'a pas l'air d'être le cas, parce que quand même, voilà, on va dire une toile, voilà, on va dire de textile ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien l'idée d'avoir la même couleur, je trouve ça assez intéressant, et je me demande vraiment si ces créatures peuvent voler et nager, parce qu'elles ont l'air d'avoir cette forme-là. Et j'aime beaucoup l'émerveillement aussi hein, du personnage qui est là, parce qu'elle est comme nous, fatalement. Nous aussi, on est émerveillés lorsqu'on voit un film Avatar, on rentre dans une nouvelle dimension, et les gens se moquent un peu de ça en général, mais c'est ça qui est kiffant, c'est rentrer dans Pandora, c'est d'en prendre plein la gueule. Il n'y a pas beaucoup de blockbusters qui arrivent à nous faire ça, de nous dire « Ok, vous allez entrer dans un monde, ça va être incroyable », mais là, c'est le cas, c'est là un peu jovial, joli, beau, mine de rien aussi. Et c'est aussi voir l'émerveillement de la part des personnages qui nous émerveillent aussi nous. Et c'est ça qui va être assez dingue, c'est un peu cette innocence, entre guillemets. Encore une fois, des plans absolument magnifiques, la toile qui est transparente. Mais on dirait vraiment que c'est pas que du textile, je suis très curieux de voir ce que ça va donner mine de rien. On dirait que c'est vraiment organique ou un mélange des deux, mais j'adore les couleurs évidemment, ça change, c'est varié, à chaque fois l'ambiance musicale est dingue dans cette scène, Pandora qui est magnifique, gigantesque et qui est contrastée, cette beauté avec le fameux volcan presque en éruption. Ici, la lave qui coule constamment, c'est massif, énormissime, avec ce petit randonneur ici qui montre la taille gigantesque de cet endroit. On dirait presque une divinité aussi, ce volcan. C'est ça qui est d'après moi super intéressant. Et c'est là qu'on découvre le monde des cendres. Et c'est bien parce que tout a brûlé, on l'a vu, à cause du volcan. On imagine, et on suppose qu'il y avait une ancienne forêt. Parce que quand même, il y a un énorme arbre ici qui a brûlé. Peut-être il y aura des flashbacks, qui sait, de cette éruption volcanique, parce que Cameron, il est bien les trucs spectaculaires comme ça, donc pourquoi pas. Mais on voit ce monde complètement dévasté, qui n'a pas l'air d'avoir de la vie dedans, et qui est aussi le vestige d'un ancien monde. On dit des ruines que les gens auraient dû quitter il y a longtemps, mais ils vivent encore là. Visiblement, c'est ça qui est assez marquant, et c'est peut-être ça qui a créé la rage dans ces navis des cendres qui seront bien plus menaçants et des antagonistes en réalité. Et c'est intéressant de voir aussi que nos personnages principaux font une sorte de randonnée ici. Un voyage pour accéder à quoi? Un nouvel espace de vie? Est-ce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un? Ils sont devenus nomades peut-être? Ici, les gens de l'eau ne voulaient plus d'eux, j'imagine, vu qu'ils rapportaient les problèmes. Au final, on est dans des marécages avec pas beaucoup de bioluminescence. C'est assez intéressant, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette scène en réalité. Il y a une vraie fatigue aussi, on le ressent, fatigue, colère, deuil, haine. Le thème dramatique, musical du premier film revient petit à petit. Mais il y a aussi du positif, parce que même si là ça a l'air éprouvant, difficile, et on voit les enfants essayer de s'en sortir, eh bien on a aussi le retour du GOAT, Payakan, évidemment, c'est le GOAT du deuxième film, ce sera le GOAT du troisième film, je le dis maintenant tout de suite. S'il tue Payakan, j'arrête tout, pour le coup. Non mais blague à part, je suis très content de revoir ces créatures qui sont encore une fois, en termes d'effets spéciaux, il n'y a pas mieux hein, dans l'histoire du cinéma, c'est une évidence. Et je pense qu'on ne les verra pas beaucoup, ce fameux peuple de l'eau. Au final, je pense qu'ils seront un peu présents, mais pas énormément. Je pense qu'ils préparent aussi le départ de la famille, ils préparent le départ de leurs créatures. C'est marrant parce que leurs créatures sont tatouées. J'avais pas fait gaffe, peut-être dans le deuxième c'était déjà le cas, mais je me rappelle plus pour le coup. Mais voilà, et Payakan a l'air équipé cette fois-ci. Je sais pas si c'est Payakan, mais on dirait. Il a l'air complètement équipé, différent, vraiment une machine de guerre. Hein. Cette fois-ci, ils l'ont modifié un petit peu. Et j'aime bien voir l'idée que la vie continue. La femme est enceinte, toujours. Il y a des enfants derrière. C'est important de sauver la famille, parce que c'est la thématique d'Avatar, ça a toujours été ça, c'est de sauver les familles à chaque fois et les peuples. Et j'aime bien aussi l'idée de se dire qu'on a quand même un Spider qui est très présent dès le début dans cette bande-annonce. L'incrustation est parfaite. Dites-vous que le mec, bah, il est pas sur un fond vert en réalité. Ou peut-être lui, il est, mais les autres non. Je sais pas, mais l'incrustation est parfaite, quoi. On y croit. Je veux dire, tout le film, c'est des effets spéciaux. C'est rien du tout, quoi. C'est pas du réel, entre guillemets. Il y a que Spider et les autres humains, évidemment, de l'œuvre qui sont réels. Et lui, là, l'incrustation, on n'y voit que du feu, quoi. C'est extrêmement dingue. Mais c'est intéressant parce que, rappelez-vous, Spider, dans le deuxième film, il a quand même son père biologique, qui est Quaritch. Et il y aura, j'imagine, un vrai drame émotionnel. Il a perdu un frère. Il y aura peut-être quelque chose de très problématique et un vrai enjeu par rapport au fait d'avoir ce Quaritch, qui est le père biologique, et lui qu'il a sauvé, lui qui n'a jamais été aimé comme les autres enfants Na'vi. Au final, c'est assez particulier, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce personnage-là, comment il va évoluer, qui il va devenir. Et encore une fois, cette continuation de l'amour entre les deux, histoire d'héritage, c'est romantique, c'est joli, c'est beau, il y a des bougies, t'as l'impression à côté, c'est assez dingue. Moi, j'y crois à fond, je pense que ça va être assez intéressant, surtout que c'est un couple entre deux peuples, un truc un peu médiéval presque, donc ça va être aussi
très fascinant de voir ça, comment une histoire d'amour va lier ces deux peuples, et peut-être ils vont s'opposer au mariage, entre guillemets, parce que le peuple de l'eau ne veut plus rien avoir avec le peuple du coup de Jake et de Neytiri. C'est une possibilité, peut-être qu'il y aura un conflit ici à voir, peut-être que ce lien entre deux peuples ne sera pas accepté par tout le monde, mais moi ce qui me fascine beaucoup dans ce bande-annonce et dans ce film, j'imagine, ce serait la relation avec Jake et tous les autres personnages, hein. Je pense qu'ils vont s'embrouiller, tous les personnages, avec Jake pour le coup, parce qu'ils ont perdu un enfant, mine de rien, et beaucoup, je pense, vont accuser Jake parce qu'il a l'air, on va dire, chill par rapport à ça. Il a l'air d'être passé à autre chose alors que les autres sont tous en colère à voir ce que ça va donner. Je veux dire, son fils lui en veut déjà, c'est une évidence. Jake dit à Neytiri de ne pas vivre pleine de haine, ce qui évidemment énerve Neytiri, ce qui semble logique, mine de rien. En plus de ça, l'animation du visage de Jake est géniale. Je veux dire, c'est un truc de fou, les cheveux qui bougent et tout, c'est ridicule. Enfin, il n'y a rien de vrai, encore une fois. C'est fou à quel point c'est dingue. La mocap est parfaite, les animations sont excellentes, c'est dingue. Et l'embrouille avec Neytiri crée, je pense, il y a un vrai conflit dans ce couple avec deux philosophies différentes sur comment procéder. Peut-être Neytiri veut se venger, elle, peut-être Jake veut mettre la priorité sur le peuple, sur la famille, avant de cette envie de vengeance. Je pense que ça va être vraiment fascinant et l'une des choses qu'on va le plus apprécier dans cette œuvre. De même pour tout ce qui se passe par rapport à Quaritch, le fait qu'il soit pieds nus dans ce désert aride de cendres, je trouve ça hyper intéressant et symbolique, mine de rien. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il fout chez les navis de cendres? Est-ce que c'est un délire du style l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Peut-être. Est-ce qu'il a pas envie de reperdre après 2 défaites? Peut-être il a envie de se préparer, voilà, avoir des alliés navis c'est peut-être plus intéressant. Qui sait en réalité? Et où sont cachés ces navis des cendres? Voilà, et là il est en train de se préparer à se faire capturer, j'imagine, mais on voit aucun navire, ils sont cachés alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de camouflage, il n'y a rien. Ici on voit quelques montures en haut, mais c'est tout, donc c'est assez fascinant de voir cette civilisation. J'ai très hâte de voir comment elle sera adaptée à l'écran. Et j'aime beaucoup qu'il coupe de Quaritch à justement Spider et Jake qui se font un câlin, parce qu'encore une fois, ça n'a jamais été le fils d'après lui de la famille. En tout cas, il a toujours été mis de côté. Il y aura un véritable conflit et ça va se battre entre 2 parents. Ça, c'est une évidence. Et Jake, il est en train de perdre sa famille, hein, mine de rien, ça se ressent. Il va avoir beaucoup de difficultés à la garder. Et j'aime beaucoup parce que le peuple de l'eau nous donne l'impression qu'ils ne veulent plus du tout de cette famille ici, même si il y aura un vrai lien avec le personnage de Sigourney Weaver parce qu'elle a l'air vraiment attachée et cette force de négociation peut-être entre les peuples. Il y a toujours une vraie sagesse. En même temps, voilà, c'est le personnage de Sigourney Weaver du premier film qui est ici ressuscité et ça a toujours été ça. Mais comment ça va se faire? Je suis très curieux. Ça a l'air assez génial. Et j'aime l'idée, encore une fois, de l'eau et de ce peuple en flammes. Est-ce qu'il y a une guerre civile entre les navis? Est-ce qu'il y a des vrais conflits? Enfin, le plan est génial, magnifique. Il n'y a rien à dire. Mais on voit surtout l'armée de retour. Mais l'armée n'est pas seule, pour le coup, parce que ça, c'est les lumières de l'armée. Mais surtout, c'est des navis, non pas humains, mais des navis des cendres qu'on voit ici. Peut-être c'est Varang, justement, la navi ennemie principale ici. Bon, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la RDA? Qu'est-ce que la RDA a promis à ce peuple en réalité? On ne sait pas vraiment. Il y a aussi des navis humains, entre guillemets, ici. Donc, on ne sait rien pour l'instant de ceux des cendres. Est-ce que ce peuple a été attiré par Quaritch pour attaquer l'eau? Mais pourquoi? En échange de quoi? La terre? L'eau? Je n'en sais rien. Juste le fait de détruire peut-être Eywa, la divinité, peut-être c'est une guerre sainte. On n'en sait rien, c'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que cette fille sera encore une fois hyper importante dans l'histoire et le cœur de la narration. Bref, j'ai pas envie de reparler constamment des plans, de la composition, de l'image, des couleurs, des effets spéciaux. C'est Avatar, c'est 10 sur 10. Voilà, comme d'habitude, hein. Même pas besoin d'en parler parce qu'elle a l'air d'avoir une idée de mise en scène par plan. Ça a l'air vraiment fort de ce point de vue-là, visuellement, ça a l'air impressionnant. Même là, hein, ce plan-là, je trouve assez génial, voir le métal sur l'eau comme ça, ce métal gigantesque qui change complètement de toutes les couleurs qu'on avait auparavant. C'est assez fantastique. De même, Quaritch, de retour chez les humains, j'imagine que cela c'est au début de film, après qu'il fut sauvé par Spider précédemment, mais c'est vrai qu'il est là pour trouver une solution. Tu veux que lui aussi veut se venger, il veut réussir, et j'aime beaucoup le parallèle parce qu'il devient évident entre les deux, une Neytiri tourmentée qui a du mal de passer à autre chose, et un Jake qui lui accepte et passe à autre chose, et c'est là qu'il y aura un énorme conflit encore une fois. Ça a l'air de très mal se passer pour Jake dans ce film-là, on va pas se mentir, mais c'est là qu'on voit la première fois Varang, qui est interprétée par Oona Chaplin, donc la petite fille de Charlie Chaplin qu'on a vu dans Game of Thrones, par exemple, et c'était la femme de Robb Stark, et j'adore son regard déjà plein de haine, on voit vraiment la rage en eux, le côté tribal, mais surtout les pics sur les montures, voilà, c'est des montures plus agressives qui vont littéralement poignarder avec leur tête, la tente c'est littéralement une mâchoire, j'aime beaucoup ça, c'est une évidence, il y a une vraie haine, une vraie colère, le côté tribal est vraiment beaucoup mis en avant
je trouve. Et il y a plein de blessures de cicatrices pour cacher leur bioluminescence, on l'a vu hein, sur le visage, parce que vous savez, c'est la lumière d'Eiwa. Donc ces cicatrices ici, c'est pour empêcher Eiwa de les atteindre, et je trouve ça assez fort et assez beau aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de storytelling, beaucoup de narration visuelle. De toute façon, hein, chez Cameron, il a toujours fait, c'est ça qui a toujours été aussi fort dans cette œuvre. Le nombre de détails, le monde qu'il a créé, qui est dingue. La RDA versus le peuple des cendres, c'est intéressant parce qu'en fait, vu qu'ils ont une couleur de cendre un peu grise, il y a un vrai parallèle qui est fait entre eux et la RDA, parce que la RDA a toujours été très grise dans cet univers. Je sais pas s'ils vont être ennemis, je pense qu'ils vont vraiment être alliés, peut-être ils vont se retourner contre eux à un moment ou à un autre, je n'en sais rien, mais le plan est génial, on voit le lien entre les deux, ils ont les mêmes couleurs, ce qui a toujours été contrasté avant. Quand c'est les Na'vi versus la RDA, il y avait toujours des couleurs très distinctes, là c'est pas le cas, parce qu'ils sont gris comme la RDA, je trouve ça assez dingue comme idée. Voilà, ils sont détruits par le feu, mais ils jouent avec, parce qu'ils ont compris, je pense, la destruction et le pouvoir du feu, qu'ils propagent, hein, pour le coup, constamment contre leurs ennemis. Et c'est assez intéressant parce que, pour le coup, là, le film s'assume peut-être de manière assez intelligente par rapport à, du coup, ces gens-là qui utilisent des flèches de feu et en même temps, nos protagonistes qui utilisent des armes de la RDA. Donc je pense que c'est une vraie bonne idée aussi. Et on a une Neytiri qui est blessée. On ne sait pas pourquoi, si c'est pris une flèche, une balle, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là. Les enfants sont en danger, pour le coup ça on le sait, et ça a toujours été le but de l'œuvre, de sauver la famille. Donc ça va être intéressant dans ce troisième film, parce qu'ils ont l'air seuls, perdus, en danger. J'aime beaucoup l'immersion de cette caméra à épaule. Spider aussi a l'air en danger. Encore une fois, hein, il joue beaucoup sur l'échelle, toujours de la part de Cameron, il sait ce qu'il fait, hein, pour le coup. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'idée de mise en scène, c'est cette immersion dans ce monde, le mélange de mécanique et organique des Na'vi humains et des cendres. On voit pas la différence, hein, encore une fois. Voici les Na'vi descendre, voici les humains, même couleur. C'est assez marquant, je trouve, et je pense que c'est une super idée. Heureux d'avoir un Jake capturé de la part des humains. Voilà, c'est comme s'ils avaient le leader d'un groupe terroriste, d'un ennemi qui arrive chez eux, donc ils célèbrent, c'est peut-être la fin. Est-ce que Jake a été capturé? Est-ce que Jake s'est rendu? On ne sait pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Cameron, il adore faire de l'aura farming. Voilà, ce genre de plan. Bah, c'est magnifique, hein, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est spectaculaire. C'est dingue, mais je suis très curieux de savoir ce qui se passe avec Jake. Est-ce qu'il s'est rendu pour sauver ses enfants, pour assumer sa responsabilité de père? Est-ce qu'il s'est rendu parce que justement, je sais pas, il a été capturé, ou il s'est laissé faire capturer parce qu'il va sauver quelqu'un? Je n'en sais rien, mais j'ai très hâte de voir ça, parce que voilà, on adore tous ces personnages, on adore tous Jake, on adore tous ces plans comme ça. J'aime aussi l'idée de voir Neytiri ici, mais avec des couleurs rouges. Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est volontaire de mettre du rouge sur elle pour qu'elle ressemble au peuple des cendres? Je n'en ai aucune idée, mais ça peut être assez intéressant aussi thématiquement, parce que le rouge, c'est la couleur symbole de cette colère et de cette tribu. Donc pourquoi pas? C'est le sang aussi, donc j'ai hâte de voir ça. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y ait une vraie guerre, parce que là, ils sabotent clairement une infrastructure humaine, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Comment? Est-ce que c'est une vraie guerre qui s'est lancée ou une vraie guerre qui continue? Est-ce que c'est pas Yakan le GOAT? J'ai envie d'y croire. Est-ce qu'ils sont vers une union des clans dans ce film? Est-ce que Jake fait de nouveau appel à des clans du premier film? Qu'est-ce qui se passe ici? Peu importe, le plan est encore une fois incroyable. Ils arrivent vraiment à iconiser ces personnages. Je pense qu'on aura des scènes d'action absolument dingues, folles, des caméras toujours posées de manière réaliste, comme si le caméraman existait vraiment dans le monde. Et c'est toujours été la force d'Avatar, c'est qu'en fait, Cameron, il utilise une manière réaliste de filmer. Il y va à fond et il place ses caméras vraiment comme ça, pour qu'on ait l'impression qu'on est dedans. Il n'y ait pas de caméra qui brise les règles de la physique. C'est ça qui est toujours fort et immersif dans ces films. Et je pense qu'on va se régaler parce que Cameron est généreux, parce que chaque plan donne envie, est puissant. On voit la vraie colère dans son regard, encore une fois. Ça donne vraiment envie de voir le film en IMAX, en 3D, peu importe comme d'habitude, en HFR aussi, c'est vrai. On voit clairement cette guerre parce qu'ils détruisent des convois qu'on a vus au début de la bande-annonce. Ils s'entretuent vraiment entre Na'vi, encore une fois. Et moi, j'adore la séquence d'après qui a l'air d'être le climax hein, pour le coup. C'est quoi cette machine infernale qui tourne? Est-ce que c'est le monde qu'ils sont en train de détruire à gauche? Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un symbole de la divinité? d'Eiwa, une sorte de confrontation entre deux mondes. Source divine en bas versus cette machine infernale de feu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils essaient de sauver Eiwa? Ça a l'air d'être le climax, hein. Mine de rien, ça a l'air assez impressionnant, assez dingue. Ils ont l'air de tout donner, encore une fois, visuellement. J'aime bien le contraste, le bleu, le rouge. Il sait ce qu'il fait, Cameron. Encore une fois, les enfants sont en danger, c'est le symbole, c'est l'idée, ça continue vers ça. Qu'est-ce qui peut choquer ici? C'est une vraie question. Est-ce que c'est Jake qui se fait capturer? Peut-être, qui sait? Est-ce que c'est la première apparition des Varangs? Ici, on a vu leurs flèches en feu tout à l'heure.
C'est quoi cette scène? Est-ce que c'est des funérailles? On dirait, vu qu'ils se sont mis du gris sur le visage. J'espère que c'est les funérailles du précédent enfant au début et non pas un nouvel enfant, parce que sinon je vais chialer, ça va être horrible et Neytiri va péter un câble. Ça va être catastrophique, mais bon, si c'est bien pour l'histoire, j'ai très hâte de voir ça, mais ça a l'air d'être au début, hein, mine de rien, parce que Neytiri a l'air vraiment chagriné, endeuillé, et Jake ne va pas réussir à la convaincre de ne pas tomber dans cette haine, dans cette colère. Donc honnêtement, ça a l'air assez dingue, et j'adore Quaritch, parce que Quaritch devient ici ce qu'il a toujours détesté. L'idée de le faire revenir dans un corps du peuple qu'il déteste le plus au monde est absolument dingue, et le fait qu'il se perde de plus en plus dans ce nouveau corps, qu'il perde un peu son humanité pour devenir un Na'vi, je trouve ça génial comme arc narratif. Je pense pas qu'il aura de rédemption ou une connerie comme ça, hein. Je pense vraiment que c'est l'arc narratif parfait pour lui. La colère en lui, la haine en lui, en plus dans le corps qu'il a toujours détesté. Je trouve ça fou, entre le symbolisme de son fils biologique, lui qui a écrasé son crâne littéralement précédemment. C'est assez dingue les idées qu'a Cameron avec Quaritch, c'est vraiment fort je trouve, et je trouve ça aussi assez fort la manière dont tous les films ils se battent, ces deux-là, Jake et Quaritch. J'ai envie de voir cette baston constamment à chaque fois. Peut-être que Quaritch va y passer, qui sait. Je sais pas si l'acteur tourne hein, pour le coup le 4e film, s'il a déjà tourné, aucune idée. Mais oui, moi ça me va, le climax a l'air dingue, ça a l'air d'être le climax, ça pour le coup. Sinon, ils envoient la sauce avant le climax, c'est assez dingue. Mais où est-ce qu'ils sont pour le coup? C'est quoi cette machine infernale? C'est quoi ces lumières, ce feu? J'ai trop hâte d'y être. Honnêtement, j'ai trop hâte d'y être. La haine du petit est assez folle, on le voit aussi. La haine va se propager dans cette famille comme une maladie. C'est évident. Et encore une fois, tout ça là, c'est faux. C'est des effets spéciaux. Regardez-moi ça. Les lumières sur le gun, les reflets. Tout est faux. Rendez-vous compte de ça. Est-ce que c'est pas une folie? Et c'est ça qui est dingue, que ça va être un truc de fou constamment. Neytiri qui sombre de plus en plus dans cette haine, cette colère. Le lance-flamme de Varang, elle qui s'est fait détruire, j'imagine, par un volcan et les flammes, qui détruit avec le feu aussi. Et ce sadisme dans son regard, elle sourit presque de bonheur. La confrontation entre deux matriarches, on imagine. Putain, les couleurs, mais c'est un truc de fou. Qui fait ça, quoi, mis à part Cameron aujourd'hui? Après, il y a plein de questions à se poser. Hein. Qui l'attire? Est-ce que c'est Varang? Voilà. Est-ce que c'est un peuple, justement, des cendres? Et il y a cette phrase que j'adore. C'est ce côté où tu as l'impression qu'elle attire vers eux, vers ce peuple, pour recruter ou pour attirer vers le mal. Et surtout qu'elle dit qu'Ewa n'a pas de dominion ici. Elle n'a pas de présence. Et ça, ce sera voilà, une sorte de guerre sainte, on imagine, dans le film. Encore une fois, tu as la musique assez folle, assez sombre, avec la musique qu'on avait dans le premier, quand tu avais l'arbre divin qui se faisait brûler et détruire. Mais encore une fois, Avatar, moi je le dis, hein, et je le répète, c'est une expérience visuelle, certes, mais au profit de la narration. C'est pas beau juste pour être beau. Ça a un sens, tout est expliqué, et les effets spéciaux, les visuels servent l'histoire, les personnages, les thématiques, et c'est aussi une expérience folle que vous voyez quasiment jamais au cinéma. Il n'y a aucun film qui fait ça en blockbuster, voire pas de film tout court, créer un univers, nous plonger dedans, une histoire originale, ça n'existe quasiment pas. Même des grands blockbusters comme Dune, ça reste une histoire adaptée, même si j'adore Dune, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein, je dis pas, mais c'est fou de voir un auteur créer un univers, une saga, avec une gueule comme ça, où c'est limite un film d'animation, tellement c'est impressionnant, mais on n'y croit à aucun moment que c'est faux, c'est dingue. Très curieux de savoir en termes de box-office ce que ça va donner, parce que le monde du box-office entre 2022 et aujourd'hui est complètement différent. À voir s'il va dépasser les 2 milliards. En 2025, ça serait incroyable de dépasser 2 milliards, mais même s'il fait 1,6 milliard, 7, c'est assez impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ça en décembre, il y aura plein de marketing, de bandes-annonces entre-temps. J'ai vraiment hâte de voir ce film qui a l'air absolument incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, vous voyez le petit arbre Avatar qui est là pour le coup. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Avez-vous adoré, détester la bande-annonce? J'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi vos théories aussi dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Désolé, hein, je suis fatigué aussi pour cette vidéo. Après une journée où j'ai déjà beaucoup travaillé, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis et non pas votre navi, mais c'est presque la même chose. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compte épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.